Les troupes ukrainiennes ont ordonné l'évacuation de Kupiansk. Les forces russes et la milice Wagner auraient encerclé Bakhmout. Au forum du G20, le chef de la diplomatie russe défend l'invasion de l'Ukraine par son pays. Sergei Lavrov accuse au passage les Occidentaux d'influencer les autres membres du G20. Les détentions provisoires d'Eva Kaili et de Marc Tarabella prolongées. Les deux élus sont impliqués dans l'enquête sur le lobbying illicite mené par le Qatar et le Maroc. Le militant des droits de l'homme bélarusse et prix Nobel de la paix 2022, Ales Bialiatski, a été condamné à 10 années de prison par un tribunal de Minsk. Est-ce un tournant dans la guerre en Ukraine? L'armée ukrainienne a ordonné ce vendredi l'évacuation de plusieurs localités du district de Kupiansk dans le nord-est du pays, une zone qu'elle avait pourtant récemment libérée. À quelques dizaines de kilomètres de là, les forces russes s'apprêtent à prendre possession de Bakhmout après des semaines de combats intenses. Le chef de la milice Wagner a adressé un message au président ukrainien. Уважаемый Владимир Александрович, подразделения ЧВК «Вагнер» практически окружили Бахмут. Осталась одна дорога. Клещи сжимаются. Selon Prigojine, c'est la dernière chance qu'ont les civils et les soldats ukrainiens de quitter la ville et de sauver leur vie. Plus tôt dans la matinée, le président Zelensky a rendu visite aux blessés du front à l'hôpital de Lviv. Face à la violence des affrontements, il a déclaré que les troupes ukrainiennes défendraient Bakhmout tant que cela reste raisonnable. Le ministre russe des Affaires étrangères a une nouvelle fois défendu l'invasion de l'Ukraine par son pays. C'était ce vendredi lors d'une réunion du G20 en Inde. Sergei Lavrov a accusé les Occidentaux d'influencer les autres membres du G20. When Russia has, after many years of warnings, started to defend itself, there is nothing except Ukraine which is of interest for G20. It's a shame. Côté chinois, on explique aussi que le G20 n'est pas une instance adéquate pour parler de la guerre en Ukraine. 中方在乌克兰问题上的立场是一贯的，没有变化。20国集团是国际经济合作的主要论坛，各成员国领导人在去年的巴厘岛峰会宣言中明确宣布，20国集团不是解决安全问题的论坛。 Pékin s'efforce d'apparaître comme un médiateur dans le conflit, ayant d'ailleurs proposé un plan de paix. Pour autant, les Occidentaux continuent de soupçonner la Chine de vouloir livrer des armes à la Russie. Il y a un an, l'Union européenne ouvrait ses portes aux réfugiés ukrainiens. Les 27 ont dans la foulée activé le mécanisme de protection temporaire, une décision sans précédent qui a permis aux 4 millions d'Ukrainiens qui ont fui les combats de s'installer dans les États membres. 12 mois plus tard, la commissaire européenne en charge des affaires intérieures tire un bilan de cet accueil. Nous lui avons montré des extraits de reportages d'Euronews sur le terrain. Мене це без кінця бентежить. Я не можу мати спокій, бо мені постійно приходиться якісь робити папіри, які то закінчуються, то кінець року, і я не маю ніякого спокою, щоб займатися навчанням та вихованням доньки. So basically, what can be done, in your opinion, to fasten these procedures that the refugees are facing? Well, of course, we have a lot of challenges. I mean, we are hosting 4 million Ukrainian refugees. This is really a huge, huge challenge, of course, for the whole Europe, and especially for those member states that are most affected, like Czech Republic, Estonia, Poland, but also Germany. But I think really to have a perspective, if somebody has asked me 1 year ago, before the war broke up, will Europe be able to manage 4 million new refugees as well as we have done this? I think very few should have been asked positively without any hesitation. So taking into account the huge challenges, I think that the achievements are really great. Other issues of concerns seem to be housing and work for Ukrainian refugees, as we can see in the next video. Migrants are more or less adapted, right? But now there is an issue of their access to labor market, massive problem of apartments. This is the time that we need to think of more long-term strategy.
But I think this interview really shows where we are right now. We are moved away from the emergency situation and are now into dealing with other issues. We have already more than 600,000 Ukrainians working. We have another like 400,000 that are registered in the public employment service. So that means that approximately half of the refugees in working age are more or less on the labor market. That's not so bad, but of course we need to do more. We have 750,000 children in our schools, but what was also mentioned here, housing, of course, is a challenge in many, many regions and towns. Do you think that this instrument, this temporary protection directive, could be used again in other cases in the future? Yes, I think so. I think it has proven that it works. I mean, just imagine if you compare to 2015, for example, where people were fleeing from the war in Syria, and the EU did not activate the temporary protection directive that existed already then but was not activated. And that left us also in a situation where we were very much divided on the issue on migration and refugees and asylum. And a lot of asylum systems were really clogged up with a lot of asylum applications. There were long waiting times. Now, of course, there are challenges. I will not deny that. But I think we are dealing with this refugee crisis in a much, much better way. Maybe it's not even a crisis, even though it's the biggest number of refugees since the Second World War. La Chambre d'accusation de Bruxelles a décidé ce vendredi de prolonger de 2 mois la détention provisoire d'Eva Kaili. Arrêtée et incarcérée depuis début décembre, l'ancienne vice-présidente du Parlement européen est mise en examen pour corruption et blanchiment d'argent dans le cadre d'une enquête sur le lobbying illicite menée par le Qatar et le Maroc. Une affaire qui impliquerait également son collègue, l'élu socialiste belge Marc Tarabella. Sa détention provisoire a elle aussi été prolongée d'1 mois. Les 2 suspects rejettent en bloc ces accusations. Un tribunal de Minsk a condamné vendredi à 10 années de prison le militant Ales Bialiatski, lauréat du prix Nobel de la paix 2022. Ales Bialiatski et 2 de ses collègues, également condamnés, sont accusés d'avoir fait entrer de grandes quantités d'argent liquide au Bélarus et d'avoir financé des actions collectives portant grandement atteinte à l'ordre public. Après le verdict, la principale opposante en exil, Svetlana Tiranovskaya, a dénoncé une injustice honteuse. Le militant âgé de 60 ans a fondé et animé pendant des années Viasna. L'ONG avait joué un rôle clé dans la documentation des répressions et des arrestations lors des manifestations contre le pouvoir de Loukachenko en 2020. Des centaines de personnes ont manifesté jeudi devant le Parlement en Géorgie pour protester contre une loi controversée sur les agents étrangers. Un texte qui ressemble à une disposition en vigueur en Russie depuis 2012 qui vise à contrôler les organisations bénéficiant de financements étrangers. Face à l'inquiétude de la société civile et de l'opposition, le parti au pouvoir tente de rassurer. და მე იმედი მაქვს რომ თქვენ ყველანი დარწმუნებული ხართ რომ ვენეციის კომისია არ მოგცემს ისეთ დასკვნას რომელიც შეეწინააღმდეგება საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის ინტერესს. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვართ გარანტი იმისა რომ ეს კანონპროექტი თუ იქცევა კანონად იმ სახით რომ ეს კანონი არანაირად არ შეუშლის ხელს ევროპულ ინტეგრაციას. Cette loi obligerait les médias ou les ONG recevant plus de 20% de leur financement de l'étranger à s'enregistrer en tant qu'agents d'influence étrangère. ძალიან მოკლედ რო თქვა და მაქსიმალურად ცხადად არის ის რომ ეს არის შეტევა თავისუფლებაზე. არა რაღაც რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციაზე, რამდენიმე მედია ჯგუფზე, არამედ შეტევა თავისუფლების დარჩენილ კუნძულებზე ქვეყანაში. და დღეს რაც ხდება ეს არის ამის უბრალოდ ფიზიკური ვიზუალური დემონსტრაცია იმ პოლიტიკური გადაწყვეტილების რაც მიღებული აქვს ხელისუფლებას. La présidente géorgienne Salomé Zourabashvili a annoncé vouloir poser son veto à cette loi. Un veto que le Parlement peut tout de même outrepasser.
Les États-Unis et des ONG de défense des droits de l'homme ont fait part de leurs préoccupations à la suite de la condamnation à 27 ans de prison du principal leader de l'opposition cambodgienne, Kem Sokha, pour trahison. Il est accusé de conspiration dans le cadre d'un complot visant à renverser le gouvernement. Le juge a également estimé qu'il était en lien avec des intérêts étrangers. L'ambassadeur américain au Cambodge a déclaré que le procès était une conspiration fabriquée à motivation politique et une erreur judiciaire. L'interdiction de vendre en 2035 des moteurs thermiques est en suspens. Les États membres ont décidé vendredi de reporter un vote essentiel pour adopter définitivement le texte. 4 pays expriment des inquiétudes, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne et la Bulgarie. Le gouvernement allemand veut obtenir une exemption pour les voitures qui fonctionnent aux électrocarburants ou e-carburants. Il demande à la Commission européenne de modifier le texte. We want to understand those concerns better. In particular the new concerns, before deciding on what's the best way to proceed and how they can be met. Cette interdiction des moteurs à combustion est une des mesures phares pour parvenir d'ici 2050 à la neutralité carbone. Le Parlement européen a approuvé le texte le mois dernier, mais avec une faible majorité. La proposition est maintenant sur la table des États membres qui doivent donner leur approbation. Ce sont donc les gouvernements qui ont relancé le débat. Le document propose que tous les nouveaux véhicules vendus à partir de 2035 dans l'ensemble de l'Union présentent une diminution de 100% des émissions de CO2, autrement dit toutes les voitures diesel et à essence.